Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième euh, cours d'extra post-fin de session. Donc, aujourd'hui, on va regarder principalement l'utilisation puis le principe des datasets dans la librairie puis dans l'environnement ADO.net, dans l'environnement qui nous permet de se connecter à des bases de données à l'intérieur de nos programmes. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça implique, euh, les datasets, comment est-ce qu'on les utilise, puis quand est-ce qu'on va vouloir les utiliser. En deuxième partie, on va aussi aller voir comment construire ou en fait comment déployer une base de données Oracle qui me permet de avoir une base de données qui est directement en ligne à laquelle tu peux te connecter en tout temps sans avoir à rien installer, sans avoir à avoir rien dans une machine virtuelle sur ton ordinateur. Donc, on va commencer avec le principe de dataset, puis on va aller regarder ensuite la partie de la base de données. Donc ici, pour la base de données, juste, il va falloir se connecter à la base de données. Donc, il va falloir établir une connexion. Hein? Donc, si on se souvient, quand on travaillait avec les différentes bases de données, donc on avait vu hein, l'ADO.net puis les Entity Framework. Donc, avec l'ADO.net, on se créait toujours un objet qui était la connexion, okay, avec des informations, habituellement le connection string. Donc, ça reste un élément qu'on va avoir besoin avec les datasets. Donc, on va pouvoir encore une fois utiliser pas mal la base de données externe qu'on veut. On va pouvoir juste reprendre les différentes euh, configurations de connexion qu'on avait faites préalablement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Le principe, puis dans les exemples, on assume qu'on a déjà une connexion qui a déjà été créée, puis qui est déjà ouverte pour être capable de travailler avec correctement. Donc, ici, dans les exemples qu'on va faire ensemble, ça va venir rejoindre qu'est-ce qu'on avait fait mercredi, puis ça va venir rejoindre qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième partie du cours. Fait que le principe ici, c'est que moi, sur un site externe, j'ai en ce moment une base de données qui roule, okay, une base de données Oracle. Puis je peux aller à l'intérieur, faire des actions, ok, puis envoyer du SQL. Donc ça ici, ce menu-là, là, on va regarder tantôt comment y accéder, comment avoir les informations de connexion. Là, le principe, c'est prenez juste pour acquis qu'il existe une base de données qui a déjà été créée. Habituellement, quand vous arriverez à l'intérieur d'une compagnie en tant qu'employé, hein, la base de données, elle va déjà exister. Il faut juste savoir comment se connecter, comment la rejoindre. Puis à l'intérieur de cette base de données-là, on a mis les informations qu'on avait construites avec nos exemples de cette semaine, okay, avec nos exemples du ADO.net. Donc, une série d'automobiles avec des noms, avec des prix, avec un ID qui a été généré de manière automatique. Donc, on a ça de disponible. Puis, nous, on va se connecter à cette base de données-là. Ça ne fait pas partie, encore une fois, de la matière des datasets. C'est de la matière qu'on avait vue mercredi là, avec, puis fait, avant, là, avec le ADO.net, puis la création d'une connexion. Mais le principe, on retourne. Non, moi je vais aller dans Dataset pratique. Dataset pratique. Donc, on a notre élément ici, puis on va vouloir, comme d'habitude, commencer en rajoutant notre librairie à travers NuGet, donc dépendamment de, avec le package manager, blablabla, aller le chercher, ou sinon avec l'interface. Donc, moi ici, je veux, dans mon dataset pratique, rajouter ce package-là pour être capable de se connecter. Parfait.
Puis après ça, à l'intérieur de ça, pour être capable de faire une connexion, il faut que je set up mon connection string correctement. Donc là, ici, pour la base de données, encore une fois, moi, elle est en ligne, là, elle n'est pas locale. Ça va prendre un petit peu plus de steppettes. On va aller regarder ces steppettes-là tantôt. Pour l'instant, il va juste falloir le prendre euh, directement, sans trop se poser des questions. Fait que je vais prendre un petit bout de code que j'ai déjà de préparé. OK? Puis le principe ici, c'est, bon, on a notre base de notre librairie hein, de Oracle Managed Data Client Core avec le point client comme on avait fait la dernière fois. Là, ici, j'ai un connection string, OK, qui a bien des informations. Là. OK, c'est une information qu'on va aller chercher ensemble. Puis, il y a une couple d'informations supplémentaires là, sur des wallets, puis sur des wallets ONS qu'on va rejaser dans quelques instants. OK, donc, dans la deuxième partie du cours, nous, ce qu'on peut reconnaître à l'intérieur, c'est qu'on a une connexion, hein, qui est le con habituel que je peux ouvrir puis commencer à utiliser comme d'habitude. Okay? Donc, le principe, c'est que là, ici, j'utilise juste l'exemple qu'on va créer tantôt. Si j'aurais fait une connexion avec MariaDB, hein, ça aurait été juste le connection string comme ça. Si ça aurait été une connexion avec Microsoft SQL Server, ça aurait été une connexion comme ça. Donc, le principe ici, c'est qu'on prend pour acquis qu'on est capable de se générer un objet de type connexion, puis qu'on est capable d'établir la connexion. Okay? Donc, ça, c'est la prémisse initiale avant même de commencer à parler des datasets. Fait qu'on a ça, on a une connexion, parlons des datasets. Donc, jusqu'à présent, quand on a travaillé avec une connexion à une base de données, la connexion se faisait de manière où la connexion était toujours ouverte, où la connexion était toujours utilisée. Donc, le principe, c'est qu'on se connectait, on restait connecté, on faisait une transaction, ça nous revenait, on faisait une transaction, ça nous revenait, on faisait une transaction, ça nous revenait, on faisait une transaction, ça nous revenait. Donc, il fallait rester connecté à la base de données, puis il fallait aussi que donc notre application soit capable de se connecter de manière euh, comme toujours connectée, un always on sur la base de données. Ça a certains inconvénients de faire ça. Donc, premièrement, il faut que l'application soit toujours disponible à se connecter habituellement à travers Internet pour être capable de rejoindre la base de données, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein? Donc, si, mettons, on a une application sur un téléphone mobile, si on a une application sur un terminal okay, qui va travailler dans le champ pour aller travailler, je sais pas, réparer des trains, puis il a besoin de juste ramasser des informations, il n'est pas nécessairement toujours connecté. La deuxième chose, c'est que si on reste toujours connecté à la base de données, puis que chacune des transactions, chacune des actions qu'on fait se fait directement sur la base de données, ben, on peut être limité par la vitesse de la base de données. Donc, si la base de données est surchargée en tâches, ça se peut que quand je fais un select, ça soit super lent. Quand je fais un update, ça soit super lent. Fait que ça fait en sorte que notre application devient extrêmement lente, mais pas à cause de la vitesse de notre application, mais à cause de la vitesse des transactions avec la base de données à laquelle mon application se connecte. Fait que les datasets viennent essayer de réparer ces problématiques-là, ou viennent essayer de pallier à ces problématiques-là. Donc, le principe fondamental du dataset, ça va être qu'on établit une connexion une fois à une source de données. Okay? Puis là, le principe des datasets, c'est que c'est un petit peu plus large que juste les bases de données. Là. Ça peut aller chercher pas mal n'importe quelle structure de données qui est comme à l'extérieur de notre programme. Fait que ça peut être dans un fichier, ça peut être dans un fichier XML. Okay? Il y a différentes sources. Nous, on va le regarder avec notre source qui va nous être le plus utile, qui va être des bases de données.
Donc, le principe, c'est qu'on se connecte une fois, on va siphonner de l'information une fois, puis après ça, on va pouvoir arrêter ou suspendre la connexion avec les informations qu'on a siphonnées. Donc, quand on a un dataset, le principe, c'est qu'on va faire une grosse requête qu'on prend puis qu'on va garder en mémoire dans notre application. Donc, les datasets, c'est une structure de données qui est déconnectée de la base de données. Puis, ça nous permet de faire des opérations, de faire des échantillonnages, de faire des sélections, de faire de l'interrogation de données sur un set qui va être très rapide parce qu'il est local, il est dans la mémoire de notre programme quand on l'a siphonné une première fois. Puis, fait que ça va me permettre d'agir de manière déconnectée, donc de ne pas être limité par la vitesse des opérations de transaction avec la base de données. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on va quand même être capable de mettre à jour la base de données. Donc, le principe, c'est que j'ai ma base de données, je siphonne des informations, j'ai mon dataset, je vais pouvoir faire des modifications dans le dataset, OK? Puis, une fois que j'ai fini toutes ces modifications-là, je vais pouvoir euh, les renvoyer, puis faire une mise à jour de ma base de données à partir des modifications que j'ai faites dans le dataset. Donc, le dataset, ça va être une représentation de structure d'information qu'on va pouvoir parcourir. Okay? Ça va être des collections. Hein? Donc, on se souvient des collections, là, des array lists, des dictionnaires. Donc, ça va être ce principe-là de collection d'informations que je vais pouvoir parcourir avec toutes nos connaissances de programmation. On va pouvoir les modifier avec toutes nos connaissances de programmation. Puis, une fois que je vais avoir travaillé d'un côté informatique, je vais pouvoir juste renvoyer les informations d'un coup. Donc, c'est un peu l'intermédiaire entre le ADO.net, hein, le ADO.net qui nous demande d'avoir des connaissances d'SQL directes pour faire chacune des transactions, puis qu'on traite chacune des réponses de manière manuelle. Puis on avait le haut niveau, hein, le low ARM avec le Entity Framework, qui me permettait d'avoir une connexion toujours établie, puis qu'on avait toujours un lien un à un avec la base de données elle-même. Le dataset, c'est un peu entre les deux. On va avoir une requête qu'on va pouvoir rentrer dans notre dataset. En fait, plusieurs requêtes qu'on peut rentrer dans le dataset. Après ça, dans le dataset lui-même, on l'utilise comme si c'était une collection d'objets qu'on peut travailler. Puis après ça, on va pouvoir aller la remettre à jour. Fait que c'est un espèce de troisième pilier là, de type de connexion qu'on est capable d'utiliser quand on fait des applications avec des bases de données. Donc, on va aller regarder la hiérarchie de classe d'un dataset. Donc, quand je parle d'un dataset, de quoi ça parle? Donc, si on s'en va ici, on va zoomer in pour mieux voir ça. Donc, le principe du dataset, ça va être, encore une fois, un set de données. Hein? Puis, à l'intérieur, moi, je vais pouvoir le parcourir pour être capable d'aller chercher ce que je veux. Donc, le principe, c'est que nous, on va remplir ce dataset-là d'informations comme on veut. Fait qu'à l'intérieur du dataset, on va avoir la partie la plus importante, c'est la dernière partie, qui va être une collection de tables. Donc, le principe ici, c'est qu'on va pouvoir faire des requêtes sur notre base de données, des selects, puis dire, je veux prendre cette information-là, puis je veux prendre le résultat de cette information-là, puis le mettre dans mon dataset. Ici, il faut faire attention parce que une table dans la base de données peut être mise directement dans le dataset, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux faire un select avec toutes les choses qu'un select peut faire, en limitant le nombre de colonnes, en rajoutant des conditions, en faisant des jointures.
Donc, tout ce que le select peut nous donner, là, hein, on va pouvoir l'envoyer comme étant une table dans mon dataset. Fait que je veux juste les clients qui ont un SOD plus petit que 0, je les mets dedans. Je veux les articles qui sont plus grands que la moyenne, ou le prix est plus grand que la moyenne, je peux faire un select qui va me générer une table que je peux insérer dans mon dataset. Fait que le principe, c'est que je peux envoyer plein de choses dans le dataset qui va créer la grosse partie qui va être la collection de tables. OK? Donc, quand on parle d'une collection, hein, on parle d'une liste, on parle d'un tableau qu'on va pouvoir accéder là, avec les crochets carrés. Puis on va voir que ces listes-là peuvent être accédées soit de manière numérique, soit comme un dictionnaire, soit comme un map qui me permet d'aller chercher le nom de l'élément qu'on a besoin. Donc, on va avoir une collection de tables. Puis la collection, il va y avoir plusieurs fois des tables, puis chacune va être ce qu'on appelle un data table. OK? Donc, la table elle-même. Donc, à l'intérieur de ça, on va voir qu'il y a certains éléments. Donc, on n'ira pas toutes les regarder avec des gros détails. Le principe, ça va être d'être capable de parcourir les informations pertinentes. Puis, les informations pertinentes qu'on va aller regarder dans les tables, il va y avoir la collection des différentes colonnes. Hein? Donc, dans une table, j'ai plusieurs colonnes. Fait que ces colonnes-là sont regroupées dans une collection à part que je vais pouvoir parcourir. Puis, j'ai le data column qui va avoir un nom, qui va avoir un type de données, et ainsi de suite. Puis, je vais aussi avoir une collection des différentes lignes, hein, une collection des différents enregistrements qui va me permettre de faire comme la liste de tous les éléments que j'ai besoin de répertorier dans mon résultat de mon dataset. On peut voir aussi que, fait que nous, ça va être ça qu'on va majoritairement regarder aujourd'hui. On va avoir notre dataset, on va être capable de parcourir la collection des différentes tables, on va être capable d'aller regarder dans cette table-là les différentes collections de lignes, puis pour chacune des lignes, on va pouvoir aller chercher les informations. Puis, c'est quoi les informations de la ligne? Ben, ça va être en rapport avec les informations de la colonne, OK, de la table. Fait qu'on va regarder comment créer le dataset, comment le remplir, puis comment parcourir ces informations, puis finalement, comment mettre à jour les informations de ce dataset-là. Fait que pour être capable de remplir le dataset, il va nous falloir un élément intermédiaire. Hein, parce que le dataset, c'est une structure de données qui est en mémoire, qui n'a aucun lien direct avec la source. Hein, c'est vraiment juste la table, c'est vraiment juste les informations. Lui, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas que ça vient d'une base de données ou d'un fichier ou quoi que ce soit. Fait que nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un adaptateur. Okay? En anglais, adapter, qui va me permettre de faire le lien entre la source puis le dataset. Fait que, il va nous falloir un data adapter. Ces data adapters-là viennent avec les librairies d'ADO.net. Fait que dans mon exemple ici, je peux utiliser un Oracle Data Adapter, okay, qui va me permettre de créer l'adaptateur. Puis l'adaptateur va aussi me permettre de spécifier ça va être quoi la requête SQL que je veux faire pour fournir les données à mon dataset. Hein, parce que j'ai dit qu'on peut faire n'importe quelle requête. Ça veut dire qu'il faut que je décide c'est quoi la requête quelque part. Fait que ici, on va faire cette pratique. Si je fais juste un run, je veux être certain que ma connexion fonctionne. On a terminé, il n'y a pas eu de problème. On a fait le open, puis ça a fonctionné. OK. Fait que je peux reprendre les informations ici. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Fait que l'adaptateur a besoin de deux informations.
pour se construire. Il y a besoin d'avoir la commande. Donc, la commande avec laquelle la commande du select, là. Donc, ça peut être, là ici, je fais juste prendre toutes les informations de ma table cars. Donc, encore une fois, petit rappel, notre table cars, c'est celle qu'on avait faite mercredi, puis avec le ADO.net, qui a 3 colonnes, le ID, le name et le price. Puis nous, on avait déjà inséré une panoplie d'informations à l'intérieur de cette base de données-là. Fait qu'on a ça qui est déjà disponible. Okay? Donc, le dataset, on peut le créer avec une information. Ultimement aussi, le dataset, on peut créer des nouvelles tables de toutes pièces. Donc, je ne le regarderai pas avec vous, là, mais on peut aussi créer des nouvelles tables, rajouter des lignes, OK? Puis après ça, faire la mise à jour pour faire les éléments. Moi, je voulais vraiment être certain qu'on comprenne la partie de parcourir les informations, là. Mais sachez qu'on peut créer la table, on peut créer les colonnes, on peut rajouter des lignes. C'est toutes des choses qui est possible avec le dataset. Mais moi, je vais prendre des informations déjà existantes, puis je vais vouloir les apporter à l'intérieur du dataset. Donc, on a notre commande, on a notre adaptateur qui me permet de lier la commande avec la connexion. Là, il va falloir que je crée le dataset, puis que je prenne l'adaptateur, puis que je vienne remplir le dataset avec. Donc, pour être capable de faire ça, on va se créer le dataset. Donc, la classe dataset, si il ne vous le dit pas automatiquement, là, ça utilise système data. Donc, si système data n'est pas là, il va être mécontent, puis il va dire hey, il faut que ça aille système data, OK, pour être capable d'utiliser les datasets. Donc, ça fait partie de cette librairie-là. Donc, on a le dataset qui est maintenant créé. Je vais vouloir maintenant le remplir d'informations. Fait que de l'adaptateur qui a la commande puis notre connexion, je vais dire remplis-moi le dataset. OK? Donc, remplis-moi le dataset. Puis, pour remplir le dataset, je vais lui donner celui à remplir. Puis, on va lui donner une deuxième information qui va être le nom de la table. Donc, une partie importante qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait la requête, le select n'a pas de nom en tant que tel. Donc là, j'ai fait un select qui était simple, qui était prends-moi tout ce qu'il y a dans la table cars, mais j'aurais pu faire une jointure, j'aurais pu juste prendre certaines colonnes, puis ce select-là, le résultat de ce select-là, ben moi, je veux y donner un nom quand il va être dans le dataset. OK? Donc, je peux lui donner un nom de mon propre cru, puis c'est comme ça que moi, je vais y faire référence plus tard. Donc, je peux nommer la table que je rentre dans mon dataset. Puis là, à partir de là, si je voulais, je pourrais avoir d'autres commandes. OK, où c'est que je pourrais aller chercher, mettons, les clients. Plus grand que des affaires. OK? Puis là, je pourrais le re-remplir avec une autre information. OK? Bing Clients. Avec mon nouvel adaptateur. OK? Donc, je pourrais remplir plusieurs choses. Nous autres, on ne le regardera pas, là. Mais on peut remplir le dataset de plusieurs tables. OK? Sans problème. Fait qu'on a notre connexion.
On a l'adaptateur qui a la commande et la connexion. On a un dataset qui était vide initialement, puis on vient de le remplir. Fait que là, on va vouloir regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre dataset. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que l'information à l'intérieur du dataset n'est pas directement connectée à la base de données. Donc, ça va être très rapide de le parcourir. On va pouvoir le modifier. Puis quand on le modifie, par défaut, il n'y aura pas d'impact non plus sur la base de données directement. Il va falloir prendre une action explicite pour être capable de mettre à jour tout ça. Fait que, première chose qu'on va vouloir regarder, c'est comment est-ce qu'on peut travailler à l'intérieur du dataset. Fait que le principe, c'est que le dataset a une panoplie d'éléments. Nous, ce qu'on va aller regarder comme élément, ça va être les tables du dataset. Donc, le principe, c'est que ça va être une collection de différentes tables. Donc, c'est une propriété qui s'appelle Tables, qui va être un Data Table Collection. Puis, étant une collection, je peux la parcourir avec une boucle. Donc, le principe, c'est que je peux le parcourir. C'est des data tables que ça va me donner. Donc, le principe, c'est que moi, je vais pouvoir aller regarder la table, puis voir il y en a combien. Donc, si, mettons, on fait juste un console write line. Juste pour voir il y en a combien. Hein? Donc, j'en ai mis une. Cette boucle-là devrait juste rouler une fois. Fait qu'on peut voir ici qu'il y a effectivement juste une table à l'intérieur. OK? Donc, on a le nom de la table. Ben, en fait, on a une table. Si je veux aller voir c'est quoi ces informations, je peux aller chercher ça. Si, maintenant je regarde ici, je veux savoir, je devrais avoir ici le table name. Fait que là, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la table, il faut que j'aille voir c'est quoi le data table. Fait que si je veux aller voir c'est quoi les différentes informations de la classe data table, ben, je peux aller voir la définition, puis là, je peux aller voir à l'intérieur des exemples. Puis je peux aller voir ici c'est quoi ces différentes propriétés. Ben, je peux voir qu'il y a des columns, je peux voir qu'il y a des rows, je peux voir qu'il y a un table name, je peux voir qu'il y a un primary key. Donc, il y a une panoplie d'informations intéressantes. Nous autres, on va aller regarder, voir le table name. On voit que c'est un string. Fait que ici, on pourrait faire dis-moi c'est quoi. Dis-moi c'est quoi ton table name. Alors, pas juste au début. Puis je peux voir ici que la table que moi j'ai nommée, donc ici si je mets patate, le principe c'est que le nom que moi j'y donne, c'est le nom que la table va avoir quand je la parcours dans la collection de tables de mon dataset. C'est un type data table. Puis dans le type data table, on va voir qu'on a une panoplie de différentes informations.
Nous, on va majoritairement aller travailler dans les rows, puis dans les columns. OK? Donc, justement, mettons que je veux voir c'est quoi les différentes colonnes. Ben, je peux voir que lui aussi, c'est une collection. Puis la collection, à l'intérieur, ça va être des objets de type data columns. Fait que si j'ai une collection de colonnes, ben, je peux refaire une boucle. Encore une fois, pour la table, ces colonnes, puis aller travailler dans chacune des colonnes qui est à l'intérieur des différentes colonnes. Fait que là, si je veux voir c'est quoi qui est à l'intérieur des différentes colonnes, je peux aller voir ici. Encore une fois, des exemples de qu'est-ce que ça peut être. Je peux aller voir les différentes propriétés. Puis si je regarde, je devrais sûrement avoir quelque chose comme un column name, hein, qui va me permettre de regarder le nom de la colonne. Fait que si je regarde ici, je préfère un autre write line. Donc là, ici, on est en train de regarder dans notre dataset, hein, comment parcourir les informations. Là, on vient de voir que on a des tables dans une collection de tables, puis on a le table name. Dans cette table-là, il y a des colonnes que je peux parcourir à son tour. Puis là, on va voir c'est quoi le nom des différentes colonnes. Puis je peux voir, effectivement, il a parcouru 3 éléments qui fait du sens avec notre, euh, notre source de données, hein, qui était nos autos de cette semaine, ID, name, price, on a les données, tout ça, ça va bien. Après ça, on a les lignes, hein, qui va être un peu le même principe, où je peux faire, ben là, si on revient en arrière pour voir de quoi ça a l'air, donc je reviens dans ma table. Dans ma table, dans ses propriétés, j'ai les différentes lignes, hein, qui va être encore une fois une collection des différentes lignes de la table. Fait que j'ai une liste des différentes lignes, puis à l'intérieur, ça devient un data row object. Okay? Fait que le data row, à son tour, va avoir okay, la ligne. Puis là, ici, on va voir que lui, il y a différents éléments à l'intérieur du data row. Fait qu'on va commencer à le parcourir aussi. Okay, for each. Je veux les table.rows. Ça va être des data rows. On peut dire que c'est la ligne. Fait que là, lui va avoir okay, la ligne de données. Hein? Fait que si on regarde par rapport à notre source, ce que ça nous donne, ça va être cette ligne-là. Okay? Fait que quand ça nous donne une ligne, c'est pas une information directe. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est pour aller chercher une seule information, je vais avoir besoin d'aller chercher la colonne que je veux aller faire référence. Hein, donc, quand je vais avoir une ligne, je vais pouvoir dire, ben, va chercher telle colonne, mettons la colonne de nom, pour être capable de faire valoir qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, si on regarde dans la documentation, hein, donc là, je suis dans la documentation de ma ligne, hein, qui est qu'est-ce que je suis en train de parcourir. Et si, admettons, on fait juste faire encore une fois juste un right line, juste pour voir il y en a combien. Juste voir qu'on est à la bonne place. Hein, donc, je peux voir ici que, bon, il y avait mes 3 premières colonnes. Puis après ça, j'ai une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Hein, puis on peut voir ici qu'il y en a 9, comme il y en a 9 à l'intérieur de la base de données. Okay, qu'on a ingéré encore une fois. Hein. Donc, se rappeler que le dataset s'est déconnecté, ça l'a siphonné une fois, puis là, je suis en train de travailler de manière déconnectée.
Fait que quand je veux travailler avec ça, ce que je peux regarder ici, c'est quand j'ai mon data row, là, je peux l'utiliser comme si c'était une collection. OK? Parce que la ligne a une série d'informations, puis je peux pouvoir utiliser des crochets carrés avec le nom de la colonne pour être capable d'aller y rajouter des informations. OK? Donc ici, la manière que c'est spécifié dans la documentation, c'est qu'on a ici le item string, là, ce qu'on dit que si j'ai le data row, puis je peux mettre en crochet le nom de la colonne pour aller chercher l'information. Fait que si je veux tester ça, ce que je peux faire, c'est prendre la ligne, hein, puis l'utiliser à l'intérieur de crochets carrés. Donc, dans ma ligne, je veux aller chercher le name. Puis avec ça, on peut voir qu'on a effectivement les différentes lignes qu'on avait préétablies dans notre base de données initiale, dans notre source d'information. Fait qu'on peut voir, on a siphonné l'information, puis là, on est en train de la parcourir. Puis admettons que je ne connaissais pas je connaissais pas les différentes données. On va avoir la possibilité de reprendre nos colonnes, hein, si on veut, puis ultimement de dire, ici on va juste mettre un right tout seul pour pas que ça dépasse. Puis là, je vais pouvoir dire le nom de la colonne. Ça va être le principe de faire un right line. Fait que là, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va le décortiquer ensemble. Fait que là, le principe, c'est que je parcours chacune des lignes. OK? Pour chacune des lignes, bon, ça dit le name. OK? Ça le dit le name. Parfait. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça va reparcourir les colonnes. Fait que sur une ligne, pour chacune des colonnes, ça va afficher le nom de la colonne. Le nom de la colonne. 2 points. 2 points. La valeur de cette colonne-là. Donc, pour la colonne ID, la valeur, c'est 5. Ensuite, ça recommence, ça va aller chercher l'autre colonne. Ça dit c'est quoi le nom de la colonne. C'est le name suivi du nom de la colonne. C'est le Bentley. Nom de la colonne, 2 points, le colonne name, le prix. Fait qu'on peut maintenant parcourir au complet toutes les informations, OK? Puis être capable, en fait, d'aller rechercher ultimement toutes les informations qu'on avait établies ici. Puis avec ça, on peut voir qu'on a, si on retourne à notre diagramme initial, on peut voir qu'on a tout regardé les différentes classes qui étaient importantes pour nous. On a le dataset, on a le data table, on a la collection de lignes, on a la collection de colonnes, puis avec tout ça, on a parcouru tout ce que nous, on avait besoin pour être capable d'aller chercher toutes les informations. Il va nous rester une dernière petite chose à regarder, mais avant ça, je ne veux pas trop, moi j'ai besoin d'aller voir. On va se prendre une petite pause.
Donc, on va revenir à 10 heures pour être capable de regarder, premièrement, comment modifier les données du dataset, puis comment répercuter ces modifications-là à la base de données. Puis après ça, on va revenir, puis on va aller regarder comment euh, déployer une base de données Oracle moderne directement en ligne de manière gratuite, puis comment adapter nos différents outils pour être capable d'utiliser cette base de données-là. Donc, on se donne un petit 10 minutes, on va se dire jusqu'à 10h05. Donc, pause, retour, 10h05. On se revoit dans 10 minutes. On est de retour. Il nous restait avec les datasets à regarder comment mettre à jour les données. Donc, on peut modifier les informations à l'intérieur d'un dataset. Donc, c'est une donnée comme un autre. Là, hein? Donc, on est capable d'aller chercher les informations qui vont nous permettre de retravailler, reconstruire, refaire qu'est-ce que n'importe quelle information qui était dans le dataset, on peut le modifier, mettre des nouvelles choses, ok? C'est pas un problème. Fait que la première chose, ça va être d'être capable de modifier les informations. Donc, pour être capable de faire ça, par exemple, il va y avoir un petit élément qui va devoir être utilisé. Donc, ici, la modification qu'on va tenter de faire, c'est si l'automobile vaut plus que 60 000, euh, on veut descendre le prix de 1000. OK? Donc, c'est ça le principe. Donc, on va premièrement parcourir chacune des lignes. OK? Donc, on peut ici reprendre qu'est-ce qu'on avait déjà de fait. Là. Donc, pour chacune des lignes, je vais vouloir aller regarder est-ce que le prix est plus grand qu'un certain élément. Fait que j'ai un if ici, j'ai j'ai le line, ok, j'ai le prix, hein, ou si je peux le marquer en majuscule, c'est pas grave. Oh, j'ai appelé bro. Hop. S'il est plus grand que quelque chose, ok, on va faire des choses à l'intérieur. Mais là, juste de faire ça, ça fonctionnera pas. Ok? Parce que ici, on a un problème avec la manière qu'on va chercher les informations. Donc ici, on a un petit problème. Parce que quand je travaille avec notre data row, puis que j'utilise hein, notre élément qui me permet d'aller chercher de l'information qui est retournée, c'est un objet. Donc, si on se souvient, dans la programmation orientée objet, dans la hiérarchie des classes, dans les relations d'héritage, on avait toujours une classe parent qui était la classe objet. C'était automatique. On n'avait pas le choix. C'était la classe parent de toutes les autres classes. Parce que là, le principe, c'est que quand je vais chercher un objet quelconque, il ne sait pas ça va être quoi le type. Est-ce que ça va être une valeur numérique? Est-ce que ça va être une chaîne de caractères? Est-ce que ça va être une image, un objet d'un autre type? On ne peut pas le savoir. Donc lui, il fait juste me retourner directement l'objet. Donc, ça va être à moi de spécifier, OK, ça va être quoi le type de cet objet-là pour être capable de travailler avec. OK? Donc, pour être capable de savoir ça, il y a différentes manières. Avec le temps, tu essaies un peu. Là. Je pense qu'on a un élément direct. Si je m'en vais.
tu peux ici, si admettons on l'essaye, là, juste voir, je peux faire un roll price. Donc ici, ça sort un petit peu de qu'est-ce que nous, on s'attend, là. Mais on peut aller chercher le nom du type. On va mettre ça dans un console write line. Juste pour voir c'est quoi le type qu'il faut utiliser. Puis on peut voir que c'est le type decimal, okay, qui est juste une valeur numérique quelconque. Fait que je peux utiliser cette information-là, que c'est le type decimal, pour être capable de caster l'élément. Donc on peut transformer un objet dans un autre classe quelconque en mettant le nom de la classe devant l'élément avec des parenthèses. Fait que là, je dis, cette affaire-là, là, toi, tu penses que c'est juste un objet sans rien, mais moi, je te le dis, là, fais-moi confiance, c'est de type decimal. Puis là, ça me permet de faire la comparaison. Fait que ici, on pourrait juste démontrer il y en a combien qui en ont plus que 60 000, ou c'est que là, je pourrais marquer le row name. Puis je peux voir qu'en ce moment, il y en a juste un qui est plus grand que 60 000. Si on regarde nos résultats, ça semble fonctionner. Hein. Si on regarde les prix, il y en a juste un qui est plus grand que 60 000. Si, admettons, je descendais ça à 40 000, juste pour tester encore une fois, je peux voir effectivement qu'il y en a quelques-uns qui sont plus grands que 40 000. Fait que, à partir de là, je peux commencer à changer le prix de l'élément. Fait que s'il est plus grand que 40 000, OK, ben, je vais vouloir changer le prix. Puis, je veux que ça devienne qu'est-ce que tu avais comme prix. Puis on va enlever 1000. Donc, le principe ici, c'est si je fais afficher le nouveau prix par la suite, fait que j'affiche le nom, je modifie son prix pour baisser de 1000, puis je fais afficher son nouveau prix. Fait que je peux voir ici que 51 000 à la place de 52 000, 56 000 à la place de 57 000, je peux voir que ça a descendu. Mais si je regarde cet élément-là, là, puis si je rafraîchis pour être certain, ça reste le même prix. Là. On n'a pas rien changé encore. Pourquoi? Ah, ben là, ça revient à notre élément initial. Les informations sont déconnectées de la base de données. Hein, c'est dans son propre élément en mémoire dans notre application. Si je fais une modification là-dessus, il n'y a pas de répercussion directe. Si je veux avoir une répercussion, ça va être à moi de le spécifier d'une manière explicite. Donc, on a passé au travers, on a changé les valeurs. Fait que si je veux changer les valeurs, je vais utiliser l'adaptateur. Hein, c'est lui qui a notre connexion à la base de données. Puis, je vais utiliser sa méthode update. Là, je vais dire, ben, le dataset, OK, va chercher la table cars dedans, hein, parce que c'est la seule en ce moment qu'on a, puis va la mettre à jour. La problématique, c'est que là, ici, il y a des raisons un petit peu plus techniques derrière, là, OK? Mais on doit avoir, OK, des éléments additionnels pour être capable de faire l'update, OK? Qui va être la création de commandes automatiques. C'est quelque chose qui doit se faire, OK? Puis qu'il y a des raisons techniques que nous, on n'ira pas voir dans les détails, là. Mais il nous faut créer un nouvel objet qu'on n'utilisera pas directement, là, de juste le créer, ça va être assez, qui va être le Oracle
Builder. Donc, lui prend l'adaptateur, puis va s'attacher pour être capable de créer en fait les commandes qu'il y a besoin pour faire les updates, les inserts, les deletes qu'on aurait besoin. Donc, il faut juste le créer, puis l'ajouter avec notre adaptateur. Puis avec ça, quand je roule ça, oups. Ah oui, c'est parce que je l'ai appelé patate. Point. Vraiment pour démontrer que ça ne fait pas d'incidence. J'ai patate. Je peux voir que ça fait des choses. Ça vient de terminer avec le code. Si je retourne voir dans ma base de données, puis que là, je fais un rafraîchissement, tous ceux qui sont en haut de 40 000, je devrais voir qu'ils ont baissé de 1000. Oups. Je peux voir qu'ils viennent de baisser à 56 000. Je peux voir qu'il a baissé de 41 000. Et ainsi de suite. On a eu notre modification qui a été rapatriée dans la base de données. Parfait. Fait que on a vu le principe des datasets qui me permettent de créer un environnement à part, hein, déconnecté de ma base de données, qui permet de recevoir des informations, qui permet de parcourir ces informations-là, qui permet de modifier ces informations-là, puis qui nous donne la possibilité, mais ce n'est pas obligatoire, de renvoyer les modifications pour mettre à jour les éléments. Donc, ça, c'est ce que je voulais regarder avec vous comme premier sujet avec les datasets. Donc, encore une fois, là, j'ai utilisé la base de données Oracle, mais le principe, c'est que tant que la connexion est faite, hein, que ce soit SQLite, que ce soit MariaDB, que ce soit MySQL, que ce soit Postgres, que ce soit Microsoft SQL Server, que ce soit Oracle, le principe est que tant que tu as la librairie .do.net, tu es capable de créer des datasets puis de faire toutes ces modifications-là. Fait que ça, c'était notre premier sujet. Le deuxième sujet de la journée, c'est comment construire une base de données Oracle, la déployer en ligne, puis de pouvoir l'utiliser avec les différents outils qu'on a aujourd'hui, qu'on a utilisés dans les dernières semaines. Donc, on va avoir besoin d'utiliser un service gratuit, okay, qui s'appelle Oracle Cloud. Okay? Puis Oracle Cloud a une version gratuite. Donc, si vous cherchez Oracle Cloud Free, je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aller faire ça. Vous pouvez créer un compte okay, gratuitement qui vous demande okay, quelques informations. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir accès à ce qu'ils appellent des Autonomous Database. Okay? Puis, un Autonomous Database, c'est le Oracle Database. Donc, le principe, c'est que vous allez avoir accès, puis en passant, vous avez aussi accès à une machine virtuelle Linux, okay, si vous voulez. Il y a plein de choses intéressantes à faire avec les outils gratuits d'environnement infonuagique. Fait que je n'irai pas faire le compte directement, parce que moi, j'en ai déjà fait un. Mais je vous invite à suivre ces différentes opportunités-là de juste créer le compte. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Puis, je vais vous montrer comment créer le Autonomous Database, puis comment aller l'utiliser avec les différentes applications. Donc, le principe, c'est que vous faites le compte, puis une fois que vous avez le compte, vous pouvez okay, vous connecter à Oracle Cloud. Okay, donc, moi, je vais faire ça à l'instant. Je me connecte. Ici, il faut que je rentre mes affaires.
Parfait. Donc, le principe, c'est qu'on se connecte, OK, puis tu vois ici, je suis sur le free account, là, OK, je ne dépense pas de l'argent là-dedans. Donc, j'ai un free account, puis ça me donne accès à une panoplie de différents services euh, d'info nuagique. OK, donc, le principe d'info nuagique, là, c'est penser à tout ce que vous êtes capable de faire avec des machines virtuelles, mais sur l'ordi de quelqu'un d'autre sur Internet, puis que ça peut être de plus en plus automatisé. OK? Fait qu'à place de juste avoir la machine virtuelle, que c'est toi qui installes la base de données, ben lui, il t'offre directement la base de données qui est préconfigurée. Fait que si tu veux aller voir les choses, ben attends, on va regarder ça ici. On peut aller voir, OK, tout ce qu'il y a de gratuit en tout temps. Fait que tu peux voir ici que tu peux avoir deux machines virtuelles, OK, avec 1 giga de mémoire. C'est pas beaucoup, là, mais c'est mieux que rien. On a deux Autonomous Database, OK? Donc, un Oracle Autonomous Transaction Processing, c'est en fait Oracle Database. On va voir quand on va le créer, là, ça va pouvoir sélectionner la version qu'on veut. Tu peux aussi avoir un NoSQL Database de ton choix. OK? C'est ceux pas mal qui sont intéressants pour nous. Fait que quand tu es sur Oracle Cloud, tu peux aller chercher le service que toi tu veux. OK? Fait qu'on peut voir ici, je peux aller chercher ce qu'on appelle du compute. Ça serait une machine virtuelle. Nous, ce qu'on veut, ça serait des Oracle Database. Puis nous autres, on veut des Autonomous Database. OK? Fait que le principe, c'est que on peut aller ici avec les Autonomous Database. On voit ici que j'en ai une de créée, c'est cela que j'utilisais depuis tantôt. Mais on a le droit à deux. Fait que je vais passer avec vous comment en créer une pour voir. Puis si vous faites le compte, vous allez pouvoir suivre ça parce que hein, on garde la vidéo. Donc, on peut créer un Autonomous Database. On peut voir ici que ça nous donne automatiquement des sections avec un nom qu'on peut garder, qu'on peut changer. Puis le principe, c'est qu'on peut juste garder les éléments de base. Donc, on n'a pas besoin de rien toucher. C'est le Data Warehouse, c'est un Shared Infrastructure. Puis on veut le Always Free Option. Hein? Puis là, on choisit le type de base de données qu'on veut. On voit ici, c'est laquelle. Là. Fait que nous autres, ça va nous installer Oracle Database version 19C. OK? Puis, c'est ça qu'on va être capable d'utiliser. On voit ici qu'on va avoir ici 20 gigs de données, OK? Qui va être pour la majorité de nos éléments bien en masse. On va avoir un compte admin qui est automatiquement créé. Fait que ça va être à nous de mettre un password qui est digne de ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 12 caractères, une majuscule, une minuscule, puis un chiffre ou un symbole. OK, donc moi, j'en ai déjà un de prêt. Parfait. Donc, j'en ai déjà un de prête. Fait que ça, c'est à vous de le faire par vous-même. Puis après ça, OK, j'ai juste besoin de continuer puis de faire le Create Autonomous Database. Puis automatiquement, OK, ça va me créer la base de données que je vais pouvoir utiliser. Donc, ça va commencer, ça va être jaune. OK, c'est marqué Provisioning. Donc, ça veut dire qu'il est en train de créer la machine virtuelle, qu'il est en train d'installer le logiciel, qu'il est en train de setuper avec tous les éléments que moi j'ai créés. Puis, on va aller voir comment est-ce qu'on peut utiliser un outil en ligne qui ressemble beaucoup à SQL Developer pour être capable de faire la majorité des différentes opérations que vous avez faites à travers votre parcours courant. Fait qu'on peut voir ici que c'est 19C, OK, ça va bien. On a quand est-ce que ça a été créé, l'espace disponible, OK. Donc ici, il faut vraiment juste attendre un petit peu pour être capable de avoir la base de données qui est prête. On voit que ça prend juste une minute, ça devient available. Puis à partir de là,
je peux commencer à soit aller dans son dashboard personnel, OK, pour commencer à voir puis le menu qu'on avait, le menu ici, là. Ou sinon, on va ensuite regarder les DB connexions par la suite. Fait que pour l'instant, on va juste commencer à regarder si je veux juste interfacer puis juste faire du pur SQL avec, je peux aller voir les Database Actions. Donc, les Database Actions, ça va être un site à côté. Donc, si ça, je veux, c'est correct, je veux que tu le fasses. Donc, ça va me faire un petit pop-up. Puis, le petit pop-up va me donner des actions possibles pour être capable de travailler avec ma base de données. OK? Donc, pour lui, le principe, c'est qu'on peut aller sur l'environnement SQL qu'on avait. Mais là, en ce moment, je suis sur le compte admin. Okay? Le compte admin, c'est habituellement pas la meilleure chose à utiliser en tout temps. Donc, une bonne procédure initiale, ça va être de se créer un compte hein, de base ou un compte régulier pour être capable de faire des transactions, des modifications. Fait que pour être capable de faire ça, je vais vouloir administrer okay, ma base de données. Donc, je peux me créer des utilisateurs. Donc, je peux aller voir les utilisateurs. Je peux voir qu'en ce moment, il y a juste le admin. Puis, je peux me créer un nouvel utilisateur. Fait que pas de problème. On se fait un nouvel utilisateur. Là, ici, je vais me créer un utilisateur qui s'appelle Dolan sur mon alias habituel. Je vais me donner un mot de passe, encore une fois, au moins 12 caractères, une lettre majuscule, minuscule, des chiffres, des symboles. OK? Puis, pour être capable de s'assurer de tout, on peut activer les éléments. Puis, point important que peut-être vous n'êtes pas habitué de faire, il faut lui donner un quota pour être capable qu'il fasse des transactions puis qu'il utilise de l'espace. Donc, ici, surtout si vous utilisez juste un compte régulier, de mettre ça unlimited, c'est pas un problème. Si derrière, vous voulez voir, parce que là, le principe, c'est comme si je m'étais connecté, puis je commençais à faire des comptes. Donc, vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire de l'administration, mais ça va venir dans vos cours. Donc, tu peux aller voir c'est quoi euh, le code qui permet de mettre ça. Ici, j'ai mon faux password quand c'est pas important. Puis, on peut voir ici que ça le crée, on y rajoute les rôles, on y ajoute un quota. Hein? Donc, ça crée tous les éléments que je veux avoir. Là, ici, il a perdu évidemment le mot de passe. Comme ça. Fait que Unlimited, le graphe, si vous voulez avoir des graphes, tu peux juste le labeler, ça ne change pas. Le Web Access, c'est important parce que c'est ça qui nous permet de se connecter puis d'utiliser ces interfaces-là avec ce compte-là. Fait que je peux créer l'utilisateur, ça crée l'utilisateur. Puis à ce point-là, on va pouvoir se connecter avec cet utilisateur-là. J'ai une question de quelle est? Oui, je me demandais juste, est-ce que c'est possible de connecter nos applications Apex avec les bases de données qu'on crée ici? Certainement. Donc, si tu regardes, en fait, tu vas pouvoir les créer directement. Donc, ici, Ah, OK. si on retourne là, au menu, tu peux voir que tu peux manager tes workspace Apex à partir d'ici. OK. Là. Puis tu Ouais, peux ouais. créer tes applications Apex à même cette partie-là. Là. Donc, c'est vraiment OK. Oracle Database 19C, have fun. OK, c'est cool. Merci. C'est effectivement cool, je suis bien d'accord. Fait qu'on va justement se déconnecter, puis on va se reconnecter avec mon nouveau compte. Que je me suis créé. Ici, je ne suis pas capable de réécrire mon mot de passe. J'ai-tu mal mis les choses? Non. Okay. Je ne peux pas aller dans le on retourne dans les database action. Je veux
je peux réutiliser le lien qui est le même. C'est un que je donne. Pas mis le bon mot de passe, ça a l'air. Correct, pas de problème. On va changer le mot de passe. Ben, non, c'est ça, c'était le bon. C'est pas le problème. Ok. Ouais, c'est juste moi qui n'ai pas capable de taper mon mot de passe correctement. Mais si vous êtes capable de taper votre mot de passe correctement, il ne devrait pas avoir de problème. Fait que, à partir de là, ok, on voit qu'on a un dashboard qui est plus limité, ok, parce que je n'ai pas donné nécessairement tous les droits d'accès. Hein, donc, on peut voir ici que hein, les applications Apex ne sont pas directement là. Si vous voulez avoir accès, le principe, c'est que, oui, ici, là, je suis pas à la bonne place, on va le repartir avec ici, en admin. Donc, le principe, c'est que si je voulais que Dolan ait accès à tous les environnements Apex, je peux aussi aller dans les directement granted roles. Puis on peut voir ici qu'on a des rôles qui ont rapport à Apex. Donc là, ici, c'est de l'administration pour être capable de faire fonctionner les choses, mais tout est là, disponible. Fait que moi, ce que je voulais initialement, c'est être capable de me connecter par SQL. Là, ici, là, il m'aime vraiment pas parce que je suis en train d'ouvrir une page après l'autre. On va la réouvrir. Il n'aime pas être connecté à deux comptes en même temps. Alright. Fait que on a, en tant qu'utilisateur normal, je suis connecté à mon environnement. Puis à partir de là, je peux mettre du SQL ici, là, puis être capable de commencer à travailler avec ça. Donc, à l'intérieur de ça, c'est vraiment, puis ici, la première fois, là, il va te donner un petit voici tout ce qui est possible, puis tous les éléments derrière. Là, tu peux aller regarder ce petit tutoriel-là pour voir qu'est-ce qui est possible. Mais le principe, c'est que je peux écrire du SQL ici, je peux aller chercher les tables, les views, les fonctions, hein, vraiment tout ce que tu aurais pu vouloir faire dans SQL Developer, puis être capable d'aller le rechercher à partir d'ici. Donc, on peut pas si. Ah mon Dieu, il utilise. C'est cool. Mais mettons qu'on a ici. Attends, si je retourne ici. Tu me laisser faire ça là où tu vas être mécontent? Non, c'est chill. Parfait. Je veux ici. Euh, euh, ici. Fait que mettons que je veux recréer ma table de tantôt. Je pourrais moi-même faire un create table. Euh, mettons qu'on en fait un autre, là, un client. On a à l'intérieur, mettons, un ID qui va être un number. On va avoir un name qui va être un varchar 200. OK? Juste par principe. Et avec ça, je peux exécuter le statement. Puis, avec ce statement-là, je peux voir que la table client est créée. Si je retourne ici, je fais un petit rafraîchissement, je peux voir que la table client est ici. Je peux commencer à faire toutes mes recherches et ainsi de suite. Donc, c'est très semblable à SQL Developer.
C'est juste que c'est directement connecté à l'intérieur de l'environnement. Là, la deuxième chose qu'on va vouloir faire, ça va être de se connecter avec des applications externes. Fait qu'on a la prémisse de OK, la base de données est là, je peux commencer à faire plein de choses, je peux commencer à mettre mes applications Apex, ça me renvoie dans l'environnement Apex avec le mot de passe de l'admin qu'on avait mis au début. Là. Donc, tu peux vraiment travailler dans le Apex World si ça vous enchante. Mais le principe, c'est nous, on a des applications, puis si, admettons, je retourne avec mon audio.net, hein, on avait ici nos affaires qu'on voulait créer, puis on voulait se connecter, puis être capable de faire ça. Fait que là, il faut que je sois capable de trouver une manière de se connecter, habituellement avec le connection string. Par contre, les Autonomous Database ont de la sécurité avancée, puis n'ont pas de possibilité de connexion directe avec juste un nom d'utilisateur puis un mot de passe. C'est pas assez pour être capable de se connecter. Donc, comment ça fonctionne avec les Autonomous Database? Ben, il faut aller dans l'onglet de DB Connection. En passant ici, si on veut revenir là, hein, quand tu es dans le Oracle Cloud, tu veux retourner dans tes Autonomous Database. Okay? Donc, ça va être dans tes Recently Visited. Si tu vas dans le dashboard, tu vas pouvoir les voir qui sont disponibles. Si tu t'en vas ici dans le menu Hamburger, il est dans Oracle Database, Autonomous Database, ou sinon, tu peux aussi marquer directement Autonomous Database. Ça va être le service de Autonomous Database. Donc, tu retournes là, ça va te donner tes différentes Autonomous Database. Tu l'as choisi, tu aurais pu lui donner un meilleur nom. Là, en ce moment, en plus, j'en ai deux, mais je peux voir que c'est elle que j'ai créée aujourd'hui. Puis, on revient à ce menu-là où je peux aller avoir les Database Actions pour avoir le site ici. En passant à ce site-là, tu peux le mettre dans tes favoris. Hein. Une fois qu'il est ouvert, tu peux, comme y retourner rapidement, juste mettre le nom de compte, le nom d'utilisateur, puis ça fonctionne. En fait, si vous y allez en ce moment, vous allez être capable de vous connecter à cet emplacement-là. Là. C'est une adresse qui est ouverte à tous. Mais là, nous autres, on a vu le principe général des Database Actions. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut se connecter directement avec une application. Fait que pour être capable de faire ça, on va aller regarder le DB Connection. Donc, le DB Connection, c'est utilisé pour se connecter à des applications. Hein? Donc, si vous utilisez du Python, si vous utilisez du JavaScript, si vous utilisez quoi que ce soit, ça va être avec ça qu'on va travailler. OK? Donc, on peut voir ici, nous, on utilise le odp.net. Là. OK? Donc, c'est ça qu'on utilise, nous autres, pour se connecter. Donc, il faut utiliser les informations qui sont à l'intérieur ici. Donc, il y a deux éléments importants qu'on va vouloir utiliser quand on fait cette connexion-là. La première, c'est qu'il va falloir télécharger des fichiers. Okay? Donc, lui utilise de l'encryption. Puis, le principe, c'est que toutes les informations pour l'encryption, pour les clés d'encryption, puis pour se connecter, il met ça dans ce qu'il appelle un wallet. Okay? Donc, le wallet, ça va être un zip là, qui va avoir un dossier qui, à l'intérieur de ce dossier-là, il y a un paquet de fichiers qui ont besoin d'être utilisés pour établir la connexion. Fait que je peux ici télécharger le wallet. OK? Puis, on peut créer un mot de passe, mais c'est pas nécessaire. Ah, il veut quand même. On va prendre le même password qu'on avait. C'est pas trop grave. On en fait un. Ça le télécharge. Puis, ça l'a téléchargé un zip. Et quand je le dézip, donc ça l'a dézippé ça dans un dossier. Puis, dans le dossier, j'ai un paquet de fichiers que moi, je n'ai pas besoin de regarder directement. OK? Donc, j'ai ce fichier-là qui est disponible. Fait que ça, c'est la première information. La deuxième information,
ça va être le connection string. Oh, là, ça me dit quelque chose, ça, le connection string. Fait que le connection string, ça me dit en fait le data source. Habituellement, là, tu sais, où c'est que tu mets l'adresse, ça va être cette partie-là qui te donne. OK? Donc, on peut voir ici qu'il y a trois différents connection strings, là. Le high, le low, puis le medium. Ça a rapport avec des priorités de connexion. OK? C'est pas important pour nous. On peut prendre celui qu'on veut. Tu peux directement prendre le high. Ça va être celui-là qui va être le plus performant. Donc, tu peux garder ce connection string-là, puis le copier quelque part. Fait que là, on a notre wallet, on a un connection string, on a une base de données quelque part où on s'est créé un compte qui me permettait de travailler avec cette base de données. Fait que si je regarde comment prendre ces informations-là, puis les déposer dans mon application. Fait que le restant, tout ça, ça reste pareil. Nous, ce qu'on va vouloir regarder, ça va être le connection string, puis les informations, comment est-ce que je peux dire, il est où le wallet. Donc, le principe reste pareil, j'utilise la même librairie, je veux me créer un connection string, je vais me créer une connexion. Fait que pour le connection string, c'est le plus direct. Donc, je me suis créé un compte. Le compte, j'ai donné un mot de passe. Hein, donc, c'est le même que j'ai utilisé pour les database actions, le compte que je me suis créé. Donc, j'utilise ces informations-là, le user ID et le password. Puis, comme data source, j'utilise le connection string que j'ai été chercher dans l'onglet DB Connection que j'ai quand je regarde les informations de ma base de données. En passant, si tu es sur ton dashboard directement, tu peux aussi télécharger le wallet directement à partir d'ici. Okay? C'est le même élément. Il y a 50 manières de se rendre tout le temps à la même place. Mais le principe, c'est que moi, j'aime mieux le DB Connection parce que tu as le wallet et le connection string à la même place. La deuxième chose que tu as besoin de faire, tu as besoin de dire, il est où le wallet? Hein? Donc ici, moi, j'ai un dossier là, okay, qui est dans mon user download, j'ai mon dossier. Donc, j'ai besoin de dire cet emplacement-là. Donc, après avoir créé la connexion, lui a deux propriétés spéciales qui s'appellent le Wallet Location puis le ONS Wallet Location. Puis, tu veux juste déposer le nom du dossier dans lequel il y a les informations que tu as créées, que tu as été chercher dans le wallet. Fait que avec le compte que j'ai créé, le mot de passe, le connection string que j'ai été créé, le wallet location, ben ça fait en sorte que les informations sont établies. Ça me permet de me connecter. Puis à partir de là, je vais pouvoir utiliser soit le audio.net, soit le Entity Framework, puis d'être capable de faire tout ce qu'on avait fait préalablement, mais avec une base de données qui est complètement en ligne, puis qui va être disponible. Fait que ça ici, en passant, cette base de données-là, elle a des limitations. Okay? Donc, elle est 20 gigs. Puis, si je me souviens bien, si tu y touches pas puis tu ne l'utilises pas pendant 20 jours de suite, il va la fermer. Fait qu'elle va devenir stopped. Okay? Ou c'est que tu peux la repartir juste pour comme parce que le principe c'est que c'est un ordi qui roule quelque part. Là, fait que si tu l'utilises pas pendant 7 jours, il va juste fermer l'ordi pour pas avoir à utiliser les ressources. Excellent. Donc, comme d'habitude, je vais déposer en ligne qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec le dataset. Puis, je vais aussi mettre l'exemple d'Oracle avec le connection string, OK, puis le wallet, OK. Donc, vous ne pourrez pas utiliser cela directement là, parce que le wallet, vous ne l'avez pas. OK, puis c'est mon infrastructure qui comme, est limitée, là, fait que je ne peux pas juste vous laisser vous connecter. Mais ça vous donne un bon point de départ pour être capable de faire la connexion de votre base. Puis, encore une fois, comme outil généralisé, là,
c'est très intéressant. Oracle Cloud pour être capable de faire des Autonomous Database. Dernière chose, impromptu, mais intéressant quand même. Donnez-moi juste un instant. J'ai une question de quelle est encore? Vas-y. Oui, si j'ai bien compris, c'est que si on veut faire la même chose avec Entity Framework, il faut juste, c'est le même principe, il faut juste comme avoir le framework. Exactement. Puis, Donc, une fois que tu as ces éléments-là, tu peux reprendre ça puis juste venir le domper OK, oui. dans Ouais, cette partie-là. OK? OK, Puis, ça va venir avec. OK. Ici, si. C'est pas mal ça. Au pire, je vais refaire aussi un exemple avec le Tentative Framework, puis aussi le déposer en ligne, juste pour être certain que vous ayez toutes les versions possibles. Ouais, ouais, ça va. Mais en gros, c'est le même principe pour n'importe quel framework que tu C'est utilises. ça, c'est ça. C'est Ouais, OK. OK, parfait. ici. Merci. Ouais. Et je vais vous montrer une dernière chose avant de se laisser. Donc, vous me dites que vous allez utiliser Microsoft SQL Server. Sachez que Oracle n'est pas le seul, la seule compagnie qui offre des outils infonuagiques. Il existe aussi Microsoft Azure qui me permet de travailler avec Microsoft, hein, et qui a lui aussi des ressources gratuites. Donc, lui a des bases de données. Donc, lui, par exemple, me semble que le free tier, c'est juste comme quelque chose comme genre 1 an, là, 12 mois. C'est pas comme tout le temps gratuit, mais à l'intérieur de 12 mois, vous avez le temps de finir votre programme. Mais à l'intérieur, lui aussi peut se créer des bases de données. Puis les bases de données que lui peut créer, ben, c'est quel type? Ça va être. Je m'en crée un. S'en créer un nouveau. Qui va être. OK. Direct. Je vais faire le password. Ben, le principe, c'est ce que je veux, moi, là. Le principe, c'est juste de dire que ça va être ce qu'il appelle un Azure SQL Database, là. Mais derrière, c'est pas mal la même chose que Microsoft SQL Server. Donc, quand vous allez utiliser les outils qui viennent avec l'installation de base d'SQL Server, tu vas avoir un espèce de SQL Developer aussi pour Microsoft. Puis le principe, c'est que tu peux te connecter aussi à cette base de données-là pour être capable d'avoir une connexion qui est directement en ligne, puis que ça ne prenne pas de place sur ton PC au besoin. Donc, je vous conseille aussi d'aller regarder de ce côté-là si vous voulez avoir plus d'options. Puis aussi d'avoir des connaissances d'info nuagique. C'est tout le temps du plus sur votre CV pour être capable de naviguer le dashboard, être capable de créer les ressources, puis être capable de naviguer ça. C'est des outils qui peuvent être extrêmement intéressants dans vos habiletés d'employé. Je vais vous laisser le lien dans le chat. Oui, certainement. Merci. Donc, ici, l'autre, c'est. Puis, pour celui-là, vous pouvez directement vous connecter avec votre compte de Boîte Boulogne parce que c'est sur Office 365, c'est connecté au monde de Microsoft, puis il devrait déjà avoir un compte de disponible, puis qui devrait avoir des crédits à l'intérieur. Donc, vous pouvez essayer de vous connecter avec votre compte directement de Boîte Boulogne, puis ça devrait être capable de se connecter. Parfait. Fait que moi, c'est les informations que je voulais vous transmettre aujourd'hui.
ça nous permettrait donc de finalement clôturer le cours B07 avec ces informations-là. Donc, ultimement, j'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. Donc, on va faire ensemble la moitié du cours B11 ensemble. Donc, on se voit la semaine prochaine, puis on se voit tout au long du mois de septembre. Donc, on devrait avoir ça. Ben, ça débute à 8 heures vendredi prochain. Puis, dans celui-là, on va apprendre du JavaScript pour être capable de faire des serveurs qui vont aussi se connecter ultimement à des bases de données. Fait que, sur ce, bonne journée à tous.